méthode ESPER, c'est mis en place par Jacques Salomé, psychosociologue. C'est dans la veine de la psychologie humaniste, Carl Rogers. C'est très proche de la communication non violente. Il n'y a pas de souci. Par contre, là, on va faire un travail de... Je vais tout de suite plonger pour vous montrer un petit peu. On va travailler avec une visualisation. Donc, par exemple, je vais prendre les plus près. Voici une écharpe qui va symboliser la relation que nous avons. Voilà. Dans une relation, nous sommes trois. Vous, moi et la relation. Chacun a son bout de la relation. Moi, j'ai mon bout, vous avez le vôtre. Alors, pour les adultes, enfin, même pour tout le monde, moi, je ne peux travailler que sur moi. Je n'ai pas accès à l'intérieur de ce qui se passe sur lui. Donc, dans tout travail de relation, je peux travailler sur moi et je n'ai pas accès à l'autre. Alors, la petite différence, la petite subtilité avec les enfants, avec un bébé, quand l'enfant grandit, l'adulte, si vous êtes le bébé, moi je suis l'adulte, je vais avoir un pouvoir sur la relation quand même assez important sur le bébé. Et plus l'enfant va grandir, plus ce pouvoir sur l'autre, enfin sur la relation, moins il va être important. Et l'idée, c'est que chacun a son bout de la relation et respecte l'autre, ne vienne pas empiéter, intruser sur la relation de l'autre. Voilà. Il y a des mamans qui... L'ado pète les plombs, il envoie tout balader, et sa maman lui dit pourtant j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait pour toi. Et elle a tellement fait pour son gamin que son gamin il n'existe pas, quoi. Elle a tellement fait à la place de son gamin pour son enfant, et elle ne l'a pas aidé à ce que la fleur s'épanouisse. Donc, merci. Debout, chacun est responsable de son bout. Alors maintenant, dans une relation, je vais bien sûr envoyer des messages. Voilà. Alors voilà, une relation. Je peux envoyer des bons messages ou des messages toxiques. Voilà. À travers des mots, des comportements, des regards. Un simple regard peut être un regard. Alors ça, je vous le dis d'ailleurs en passant, mais un regard pour certains enfants peut être vécu comme un viol. Un enfant très tôt qui est regardé par un père concupiscent, qui est pervers, etc., peut être vécu comme un viol avec tous les symptômes du viol, sans problème. Ça, je vous garantis. Alors, le message. J'ai mon bout, j'envoie un message, un bon message. Écoute, t'es super, t'es tout le temps souriant, puis c'est vraiment agréable, j'aime bien travailler avec toi, t'es un gars super. J'envoie le message. Moi, j'ai envoyé le message, mais vous voyez bien, c'est pas moi. C'est lui qui l'a pris. Moi, je ne suis pas responsable, est-ce qu'il le prend ou est-ce qu'il ne le prend pas, le bon message? C'est bien lui qui a pris le message. Moi, je suis responsable de ce que j'envoie, mais ce qui est pris de l'autre côté, c'est pas moi. Donc ça, c'est le message, le bon message, mais je peux envoyer des messages toxiques. Voilà, t'es nul, alors on va revenir après sur le toxique. Tu es nul, tu es un bon à rien, tu arrives toujours en retard, tu ne plies jamais tes dossiers. Il a tout compris. Parce qu'il y a des gens, je vais chez les gens des fois avec un bouquet de fleurs ou une bouteille de vin, là vous en avez, c'est super, merci, puis il y en a d'autres, non, il fallait pas. Il y a des gens qui sont habitués à ne jamais prendre le bon et à ne prendre que le toxique. Et alors je me charge. Et alors voilà, ça c'est intéressant. Il me renvoie le toxique. On apprendra tout à l'heure, on verra que voilà, le toxique, j'apprends à ne pas le prendre. Et il y a une manière de faire pour pas, si c'est de la violence, de ne pas restituer la violence à l'autre, mais au moins de ne pas la prendre. Ça, c'est important. Donc, message, merci. Des messages bons, des messages toxiques. C'est moi qui envoie le message, et je suis responsable de je prends ou je ne prends pas. Donc, alors maintenant, voilà, nous étions à l'infirmerie. Je suis au collège, je vais voir l'infirmière scolaire. Et par hasard, elle ouvre la bouteille d'alcool à 90 et elle m'en fait gicler sur le bras. J'ai un bras en parfait état, je ne sens rien, ça ne me fait rien. Ah bon, tiens, elle m'a mis le... Et de l'autre côté, manque de peau, j'ai été brûlé la semaine dernière. Je me suis brûlé en faisant de la soupe, je ne sais pas quoi. Et puis j'ai toute une zone là où il n'y a plus de peau, là, elle est en train de se reconstituer. Et hop, le coup d'après, elle m'envoie de l'alcool à brûler là-dessus. Aïe, 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 souffrance, parce que ça fait mal, je vous garantis que ça fait très mal. Donc je vais hurler de douleur, et si je ne suis pas formé à la méthode ESPER ou à la communication non violente, je vais sûrement
tu m'as fait mal, tu es une idiote, tu pourrais faire attention, et le tu qui tue. Les relations qui tuent. En réalité, vous voyez bien que pour le même comportement, ici, je ne ressens rien, et là, je ressens de la douleur. Donc, mon ressenti et mon émotion, c'est moi qui en suis auteur, l'autre n'y est pour rien. Mon émotion, mon ressenti, j'en suis l'auteur, l'autre n'y est pour rien. Donc, vous savez qu'il y a 4 grandes émotions, on les répertorie comme ça. Alors, je vous laisse les nommer. Les 4 grandes émotions. La peur, la colère, la joie, tristesse. Joie, peur, colère, tristesse. Ça, c'est les 4 grandes émotions. Donc, l'émotion, j'en suis auteur. L'autre n'y est pour rien. Et l'émotion vient dire quelque chose. C'est un petit peu le symptôme qui vient dire quelque chose que j'ai une zone sensible chez moi, à l'intérieur. Et l'émotion, c'est la clé qui me dit, oui, il y a quelque chose qui est touché à l'intérieur. Alors bon, là, c'était quelque chose de très simple, mais je me mets en colère parce qu'il y a quelque chose qui a été touché en moi. Peut-être que l'autre, il est complètement... il n'a rien à voir là-dedans, n'empêche que je me mets en colère. Et donc, ça veut dire que j'ai une zone sensible à l'intérieur de moi qui est touchée, et à ce moment-là, l'émotion, elle vient, et elle vient me dire ça. Donc, l'émotion, c'est ni bon ni mauvais, c'est neutre, une émotion. Ça vient dire quelque chose de quelque chose qui est touché en moi, une zone sensible touchée en moi. Ce qui va être un peu toxique ou bon, c'est mon émotion, qu'est-ce que j'en fais? Si ma colère, je vais taper sur un punching ball, faire un footing, crier dans la nature pour passer ma colère, oui. Si je tourne ma colère contre l'autre, c'est là où c'est mauvais. Je vais mettre du toxique chez l'autre. Donc, mon émotion, l'émotion, c'est ni bien ni mal, c'est neutre. J'en suis l'auteur. Et à moi de me relier, de voir qu'est-ce qui se passe avec cette émotion. Alors, petite histoire de Jacques Salomé avec sa fille qui était, je crois que c'est la fin du collège, parce que vous voulez bien... Voilà, je viens de dire, voilà, Jacques Salomé et sa fille. Voilà, ils ont une relation qui est fille. Alors, donc voilà une relation, et puis à un moment donné, à la fin du collège, elle est en échec scolaire. Alors, vous pouvez choisir quelqu'un qui va symboliser votre échec scolaire. Choisissez quelqu'un. Voilà. Alors, vous voyez, quand on travaille en groupe, en atelier, rien n'est neutre. C'est-à-dire les choix que je fais, bon, en général, la personne choisit les chats. Je choisis, alors voilà là, un échec scolaire. Et l'échec scolaire, Jacques Salomé, à l'époque, il me regardait sa fille. Vous savez, c'est le formatage que beaucoup ont. C'est-à-dire que la réussite scolaire, la réussite professionnelle. Alors, je fais un petit aparté là-dessus, très important. J'accompagne par des familles, j'accueille des gens où il y a eu quelqu'un est mort dans la famille. Donc, je m'occupe de l'accueil des familles, prépare une célébration, etc. Et là, je viens d'être très proche de 4 situations professionnelles d'hommes qui se sont suicidés. Tous réussites professionnelles. Et des belles réussites professionnelles. Je vous garantis. Burn-out, suicide. Et ce que je vais vous dire là, c'est très important. C'est-à-dire que nous sommes formatés à la réussite scolaire, à la réussite professionnelle. C'est-à-dire réussir dans la vie, ça n'est pas forcément réussir sa vie. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que ça va être la fleur, l'arbre qui doit pousser en moi? Comment je vais m'épanouir et devenir ce que je suis appelé à être? Ça n'a rien à voir avec la réussite sociale et professionnelle. Alors, quand les deux se collent ensemble, magnifique, ça peut. Mais la réussite professionnelle, ça n'a rien à voir avec réussir sa vie. Voilà. Donc, et ça, voilà. Alors là, on a donc l'échec scolaire de la fille de Jacques Salomé. Jacques Salomé. Et à ce moment-là, alors, on va voir bien, reculez-vous un petit peu pour que tout le monde voit, voilà, ça, stop. Et il ne voit sa fille qu'à travers, comme il est formaté comme beaucoup, il n'est pas encore formé, hein, il n'a pas encore fait le travail sur lui, il ne voit sa fille qu'à travers l'échec scolaire. Et alors c'est terrible parce qu'elle arrive et sans arrêt, oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu travailles pas assez, puis montre-moi tes doigts, ta. Et le toxique, boum, boum, et puis elle, la pauvre fille, qui cherche qui a besoin d'un papa, elle n'a plus de papa. Alors à un moment donné,
il réfléchit, il dit c'est quand même terrible. La relation, elle est complètement... Il n'y a plus de relation, en plus c'est toxique, c'est violent. Il a commencé à travailler sur lui. Et il a réalisé qu'effectivement, il ne voyait pas sa fille, mais il ne voyait que son échec scolaire. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Le travail qu'il a fait sur lui, c'est quoi? C'est simplement de déplacer l'échec scolaire, de le remettre à sa place. Hein. C'est un comportement, ça n'est pas tout sa fille. Hein. Comme le problème 10, c'est pareil. Et il a pu retrouver une relation. Et sa fille lui a dit, ben, ça faisait 2 ans que je n'avais plus de papa, j'ai enfin retrouvé mon papa. Donc vous vous rendez compte que ça, par rapport au formatage sur la réussite scolaire, la réussite professionnelle, etc., si vous, les parents, ou les grands, vous ne regardez vos enfants qu'à travers le filtre de la réussite sociale ou professionnelle, hein, vous n'allez pas créer une vraie relation avec vos enfants. Alors ça, sûrement pas. Alors, malheureusement, dès la maternelle, et même en famille, nous sommes souvent plongés dans ce formatage-là. C'est une catastrophe. Alors voilà, on va remettre l'échec scolaire à sa place pour qu'il puisse y avoir une relation qui puisse se reconstituer. Alors j'en profite pour dire que dans les familles, nous distinguons, alors j'avais parlé du papa, la relation papa et la relation père. D'accord? La fonction. Hein, il y a 2 fonctions dans la relation parent-enfant. Il y a le côté père-mère. Je suis responsable de l'éducation des enfants, donc je dois assurer la sécurité, le chauffage, avoir à manger, l'éducation. Je suis responsable de l'éducation des enfants. Hein, c'est la fonction paternelle-maternelle. Et le côté papa-maman, ben, c'est tous les côtés plus, on va dire plus gratuits, mais tous les petits côtés intimes, faire des choses avec ses enfants de particulier, tiens, voilà, c'est tout ce qui concerne peut-être l'affectivité, la relation d'amour, créer des choses ensemble, construire, explorer. Ben, toutes ces choses-là, on a fait ensemble. Alors, souvent, ça passe tout ça, c'est un peu dans la même relation, mais retenez bien, hein, fonction père-mère et la fonction papa-maman, est-ce que les 2 existent? Et j'en profite pour dire que pour les enseignants, il y a toujours la relation institutionnelle, ou les thérapeutes, ou ceux qui accompagnent, vous avez la fonction institutionnelle, je suis responsable par le mandat que j'ai ou par le statut professionnel que j'ai, d'apporter quelque chose ou de mettre en place des conditions professionnelles dans le lien avec l'autre. Et puis il y a la relation personnelle, même dans une classe de 30, la relation personnelle avec chaque enfant, avec chaque jeune, avec chaque personne. Et je dois nourrir aussi un peu cette relation personnelle, parce que s'il n'y a que de la relation institutionnelle ou professionnelle, à un moment donné, ça veut dire que je n'ai pas accueilli l'autre dans tout ce qu'il est. Et pour un enseignant, ça ne passe pas par des grands trucs. Hein. Ça passe par être capable de dire bonjour avec le prénom, en regardant dans les yeux, d'avoir une petite attention, de temps en temps de faire attention aux particularités, de s'intéresser simplement. Et ça ne demande pas beaucoup de temps. Hein, donc ça, c'est important. Père-mère, papa-maman, fonction institutionnelle, relation personnelle. Voilà. Merci pour le moment. Oui, oui. Allez, merci pour... ce petit concours. Alors, un petit mot quand même sur tout ce qui est toxique. Alors là, toxique, c'est ce qu'on appelle, nous, le système SAP, hein, sourd, aveugle, pervers, pernicieux, énergivore. J'ai commencé tout à l'heure, vous avez entendu, hein, tu es mal coiffé, tu pourrais ranger ta chambre, tu arrives en retard, etc. Le tu qui tue, ça, c'est les injonctions toxiques. Je vais vous... Alors, il faudra bien à des conférences où il y a un peu plus de travail là-dessus, hein, mais là, je suis obligé de faire court puisque c'est 45 minutes. Donc, les injonctions, j'en cite juste 4 ou 5, c'est tout, hein, il y en a beaucoup plus. Les comparaisons. Ah ben oui, regarde, ton frère, lui, au moins, il est serviable. Mais ça, c'est terrible, hein, parce que la fille, elle n'est pas venue démettre la table. Non. Et donc, les comparaisons, c'est toxique au niveau des relations interpersonnelles. Parce que chaque personne est unique. Chaque personne est unique. Ça, c'est capital. Et, alors ça, c'est quelque chose que je dis depuis peu, que j'ai mis en lumière, c'est que chaque relation que vous allez avoir à partir de maintenant avec quelqu'un, chaque relation, c'est une création nouvelle. C'est-à-dire que vous pouvez, dès maintenant, à partir de ce que vous construisez, de ce que vous décidez,
eh bien, vous pouvez avoir des relations avec votre enfant, votre collègue de travail, n'importe qui soient une création nouvelle. Chaque relation est une création nouvelle. Si j'arrive et que maintenant, je décide avec mon épouse de dire, j'ai décidé de ne plus faire d'injonction. Et je dis, bah, écoute, chérie, j'ai entendu ça, jusqu'à maintenant, voilà, j'utilisais le tu, tout ça, alors je lui explique et j'ai entendu ça. Et effectivement, bah, je te demande pardon parce que du coup, je t'ai balancé beaucoup de toxiques et beaucoup de violence. Bah, maintenant, je vais essayer de ne plus faire d'injonction. Et puis, cette décision, je vais l'écrire en gros, plus d'injonction, ou alors injonction en rouge. Je vais mettre ça sur mon frigo ou dans ma chambre, et je prends une petite décision. Et bien ça, vous pouvez, à partir de maintenant, créer quelque chose de nouveau dans les relations que vous allez avoir. Alors, toxique, les injonctions, les comparaisons, les jugements. Le jugement, même le jugement moral, c'est bien, c'est mal, c'est toxique. Exemple. Voilà un ado, Gérin, qui rentre du collège, il est en 5e. Maman, j'ai eu 14 en maths. Il a toujours 7 ou 8, il n'a jamais la moyenne. Et sa maman lui dit, ah, c'est bravo mon fils, tu as bien travaillé. Manque de peau, cette fois-ci, c'est la seule fois, il a tout copié sur son voisin. Clac. Alors que, voilà. Il a tout copié. Alors vous voyez, donc, par contre, ce que je peux dire, c'est 14, je peux parler de moi à l'autre. Je peux dire, ah ben je suis fier ou je suis heureuse que tu aies 14. Parce que ça, c'est une émotion de joie. Je dis mon émotion à l'autre. Mais je ne vais pas lui dire, tu as bien travaillé, tu as réussi, c'est sûr. Voilà, parce que qu'est-ce que vous en savez? Regardez un enfant dysorthographique, moi j'ai mon fils, on lui rend son devoir alors qu'il a super bien travaillé, et le prof, zéro, travail illisible. Vous vous rendez compte? Donc le jugement, hein, ne jugez pas, vous ne serez pas jugé. Alors après, il y a attention, au niveau technique, hein, il y a des évaluations, des jugements au niveau professionnel. Hein. Là, je suis dans les relations interpersonnelles. Hein. On pose en entreprise ou quand on évalue une évaluation, mais souvent, c'est pas moi qui juge. J'ai un intermédiaire, j'ai un contrat, j'ai un test, j'ai un système de production. Hein. Par exemple, je dois apprendre à quelqu'un à nettoyer une pièce. Bon, ben, il y a un travail, il y a un processus, la personne se met en travail, et puis à la fin, on regarde, et puis on demande à la personne, ben, on évalue avec elle. Hein, là, c'est effectivement, d'ailleurs, la personne elle est capable d'évaluer. Hein, souvent, on lui dit, ben, qu'est-ce qui s'est passé, raconte, qu'est-ce que tu en penses, voilà. Donc, je ne suis pas dans ces... Hein, donc, le jugement, c'est toxique. Hein, c'est toujours moi qui vais projeter sur l'autre hein, quelque chose du style, c'est bien, c'est mal, c'est marrant, c'est bien, etc. Et les 3/4 du temps, bah, souvent, je vais être un peu à côté de la plaque. En tout cas, je ne vais pas être juste, ça ne va pas être vrai. Donc, tout ce qui est jugement, évitons le jugement. Vous savez, dans les entreprises, c'est terrible. Hein. Les jugements, a priori, il y a un nouveau chef ou un quelqu'un qui arrive, il y a déjà tout un bruit. Alors, dans les couloirs, ouais, celui-là, il est nul, tu vas voir, il est rose, etc. C'est-à-dire qu'avant que la personne arrive, on a déjà mis tout un tas de rumeurs, hein, et donc jamais comment on va entreprendre des vraies relations avec quelqu'un sur des histoires de rumeurs et d'histoires de couloirs. C'est terrible, ça. Donc, par contre, justement, qu'est-ce qui est toxique également? Par exemple, j'ai mon épouse là, je vais aller à une tierce personne, tu sais, elle a fait ceci, elle a fait cela, je vais déposer dans une relation quelque chose qui appartient à cette relation. Ça, c'est hyper toxique. Hein, c'est le démarrage des rumeurs, d'ailleurs. Hein. Donc, si j'ai quelque chose dans une relation à voir, c'est d'abord dans cette relation que ça doit se traiter, et pas dans une autre. Donc, si j'ai un conflit avec quelqu'un, c'est d'abord avec cette personne que je dois essayer de créer quelque chose. Après, si c'est dans un cadre professionnel ou autre, si ça ne va pas, mais que j'ai d'abord travaillé là, je peux aller voir le N+1 ou qui de droit après, oui, et puis un réseau pour m'aider. Mais voilà. Alors, je ne vais pas plus loin sur le toxique parce qu'il y en a plein, et j'ai pas le temps. Voilà. Enfin, on n'a pas le temps dans le cadre de cette conférence. Mais il y a plein de choses toxiques comme ça. Et donc, j'ai besoin d'apprendre ce que j'ai de toxique dans mes relations pour les supprimer. Donc, les règles relationnelles de base. Je vous en donne 3, pas plus, il y en a d'autres. Mais c'est d'abord, je me relie à moi-même. Voilà. Admettons que là, tu m'as envoyé un message toxique. Pardon, voilà,
c'est mon père, et puis là, pendant 3 ans, il m'a dit, t'es nul, t'es tout le temps, t'es nul. Voilà, j'ai mon frère comme ça, pendant des années, son père lui a dit qu'il était un bon à rien. Donc, la première règle, c'est je me redis qu'est-ce que ça me fait en moi. Donc là, on me dit que je suis nul, à l'intérieur de moi, où je suis triste ou en colère, ou etc. Donc, il faut que je prenne conscience de ça. Et après, je vais parler deuxième règle, je vais parler de moi à l'autre. C'est là. Ce que tu me dis là, c'est toi qui me dis ça. Je vais même faire un geste, c'est toi qui me dis ça. Moi, je ne me sens pas nul. C'est toi qui me dis ça. C'est-à-dire que je prends conscience, je me relie à moi-même, je vois mon émotion, pour éviter d'être dans le réactionnel. Parce que sinon, je vais dire, ouais, mais toi-même, de toute façon, tu n'écoutes jamais, puis ça va être la spirale de la violence. C'est-à-dire que l'injonction, le violent, moi, si je réagis, je vais être dans la spirale de la violence. Alors, l'autre petit exemple, ici, c'est, il y a un couple, pardon. Le mari et la femme, ils partent en week-end en voiture. Et le mari est au volant. Alors, je fais le truc typique, la femme elle est à côté, et puis ils sont sur une route à 90. Donc l'homme il est à 93, parce que les radars prennent à partir de 94, très tranquille. Et puis la femme à côté, à un moment donné, elle lui dit, mais oh là là, arrête, tu me fais peur, tu vas nous tuer. Tu me fais peur, tu vas nous tuer. Et le mari lui dit, alors aussitôt la spirale, mais enfin tu m'emmerdes, regarde, on est sur une route à 90, ça va très bien, qu'est-ce que tu me racontes? Et tout le week-end va être pourri à cause de ça. Tout le week-end. À cause de ça. Alors que, qu'est-ce qu'elle pourrait dire? J'ai peur quand tu roules à cette vitesse. J'ai peur. Elle parle de sa peur. Et à ce moment-là, le mari, il va lever le pied tout de suite. Parce qu'il n'est plus accusé, on ne voit pas de la violence. Alors, la majeure partie du temps, il peut y avoir des situations... Donc, apprenez petit à petit à prendre des petites décisions pour parler de vous à l'autre et ne pas parler sur l'autre. Si vous parlez sur l'autre, c'est toxique. Vous envoyez quelque part quelque chose, sauf si c'est du bon, à la limite. Mais voilà, parlez de vous à l'autre, de vos émotions, de vos opinions, etc. Donc, première règle, je me relie à moi-même. J'évite tout ce qui est toxique. Deuxième règle, je parle de moi à l'autre. Et puis la troisième aussi, c'est que j'écoute l'autre. J'écoute ce qu'il a à dire avant le oui mais. Vous savez, ça c'est terrible. L'autre n'a pas fini que oui mais. Alors moi je l'ai pratiqué tellement longtemps que c'est la disqualification de la parole de l'autre. Oui mais. Parce que l'autre n'a pas fini, donc je ne l'ai pas encore accueilli vraiment dans ce qu'il a dit, et je lui balance mon opinion, mon émotion, etc. Donc, j'écoute ce que l'autre a à dire. L'idée, dans les entretiens professionnels, on reformule, est-ce que c'est bien ça que tu as dit? Ok. Alors voilà, moi, mon opinion, j'ai une autre opinion. Je ne suis pas d'accord avec toi, j'ai une autre opinion, et là voilà, je juxtapose mon opinion, mais je ne suis pas en train de l'enfoncer en lui disant que finalement sa parole n'est pas valable. C'est ça, j'invalide la parole de l'autre. Alors maintenant, je vais prendre l'exemple d'un enfant 10 pour voir qu'est-ce qui peut se passer et qui va se passer dans toutes les situations de handicap ou de grosses difficultés. Donc, alors, est-ce que quelqu'un veut bien faire l'enfant qui a un trouble 10? Alors, si vous voulez bien. Voilà un enfant qui a un trouble 10. Tu peux avoir ça un petit peu. Alors, il y a tout le système relationnel avec les parents, où il y a déjà plein de toxiques, etc. Et puis le système avec les copains, et puis l'école. Il y a tout ça. Alors, je vais prendre l'exemple, je vais prendre une chaise. Voilà le trouble 10. Et pour le moment, il est invisible. Il n'est pas diagnostiqué. L'enfant, il a 4 ans, 5 ans. On va dire que c'est un trouble 10 qui aurait été diagnostiqué à 8 ans. Bon, je ne sais pas, une dyslexie ou dyscalculie. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que, d'abord dans la famille, il va y avoir des comportements, et les parents attendent un comportement, entre guillemets, normal de leur enfant. Et donc, à certains moments, ils vont s'apercevoir que l'enfant, je ne sais pas moi,
il fait un peu pas attention, il fait des trucs malhabiles, enfin, etc. Donc ils vont lui dire, mais fais attention. Alors ouais, fais attention, donc de l'injonction, hein, tu pourrais faire attention, tu fais des efforts, etc. Donc qu'est-ce qu'ils vont lui balancer? Du toxique, du violent. Donc l'enfant, il va se prendre, alors là, ah ouais. Alors ça c'est le trouble 10, je le mets là, hein. Trouble 10, c'est la chaise. Il se prend de la violence, et on pourrait mettre là une centaine de chaises derrière. Hein. Je vais mettre une chaise pour la violence qu'il prend. Non, non, bougez pas, bougez pas. Donc ça c'est la violence que cet enfant va prendre. Alors je mets qu'une chaise, mais je pourrais en mettre 100, hein, uniquement dans la famille. Toute la charge. Et l'enfant ne comprend pas, pour le moment, puisqu'il n'y a pas eu de diagnostic, les parents ne savent pas, etc. Donc, quand c'est inconscient ou incompris, la violence est encore plus grande, parce que je ne peux rien faire avec ça. C'est terrible pour un enfant. Donc, il va se prendre une pégée de violence dans la famille, hein, à cause d'un trouble qui, pour le moment, est invisible. Donc, tout ça. Alors, pour se protéger, il va développer des comportements. Voilà. Il va développer des comportements, alors je mets comportements, qui peuvent être de se renfermer, au contraire de tout démolir, enfin plein de choses, quoi. Des comportements, et puis il va mettre des carapaces devant lui, mais ça c'est un mécanisme relationnel qu'on a tous. Hein. C'est-à-dire, quand je souffre, j'ai pas envie que ça recommence, donc je vais me protéger. Donc je vais me protéger avec des carapaces, des tuilages, des choses comme ça, et heureusement, parce que sinon je vais me détruire. J'ai besoin de survivre. Donc il faut que je me protège. Donc les carapaces, c'est important. Mais ces carapaces, il faudra un jour que je puisse m'en débarrasser, parce qu'elles m'empêchent d'être en relation avec moi et avec les autres. Donc je vais développer un comportement de tristesse, de violence, de renfermement, de je sais pas quoi, d'exubérance. Hein. Il y a plein de formes de comportements différents qu'on peut développer à partir de violences reçues. Donc ça c'est important, parce que ces violences dans la prime enfance, les premières années, que je vais recevoir à cause du trouble 10, mais toutes les formes de violence, de tout ce qui est toxique, vont venir m'impacter d'une manière fondamentale. Plus les violences sont tôt, plus elles sont fortes. Plus elles vont impacter ma vie. Et moi j'ai accompagné des gens, par exemple, qui ont été en couveuse. Hein. Bon, ben, c'est hyper violent, parce que dans les couveuses, il n'y a plus le toucher, le contact, etc. Et il y a un sentiment d'abandon qui est vécu, qui est un traumatisme. Donc il y a plein de choses comme ça, depuis in utero, quand on est, etc., qui sont souvent, on est en train de découvrir que ce qui se passe in utero, c'est extraordinaire. C'est qu'il y a une relation profonde entre soi, la mère et l'environnement qui est beaucoup plus importante que ce qu'on pouvait penser avant. Il y a des traumatismes qui naissent in utero. Alors, vous avez vu, hein, j'ai trouvé le trouble 10. Les violences que j'ai prises. Alors pourquoi je dis les violences que j'ai prises? Parce que 2 enfants ou 2 bébés, pour la même violence, ne vont pas prendre la même violence. Il y a des enfants, ils vont subir une violence, ils ne vont pas la prendre. Ils vont savoir, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu mystérieux, mais ils ne vont pas la prendre comme un autre. Donc ce qui est important, c'est de retenir l'idée, c'est qu'il y a les violences que je prends. Et ces violences-là que je prends, ça va me faire des blessures d'enfance, des blessures. Hein, et voilà, il va falloir que je travaille pour guérir ces blessures. Et non pas les guérir contre l'autre, hein, mais les guérir pour mettre en ordre chez moi. Ça sera toujours le mécanisme avec la méthode Esper. Je vais mettre en ordre chez moi, et je ne vais jamais aller contre l'autre, même celui qui a exercé de la violence contre moi. Parce que lui, le pauvre parent qui est là, lui, il avait son vécu derrière, il en a subi les violences, hein, avec son père qui ne l'écoutait jamais, qui était autoritaire, qui le battait martinet, etc. Donc, il a toute son histoire, et là, lui, il n'en sait rien. Hein. Donc, il y a tout ça. Donc, qu'est-ce que je vais aller juger? Par contre, je vais apprendre à me protéger, mais aussi à trouver les bons modes de relation. C'est ça qui est important. Alors, j'arrive maintenant... Le trouble 10, donc là, ça c'est dans la famille.
Et le trouble 10 est diagnostiqué. L'enfant, il grandit. Hein. Puis alors, mais 8 ans, c'est déjà tard, vous vous rendez compte? 8 ans, il a déjà fait la maternelle. Alors là, les copains, machin truc, tu regardes ça, tu n'arrives jamais, tu sais pas parler, machin truc. Alors, je vais mettre là, donc on arrive, bon, je vais passer, je vais faire un saut, et le trouble est diagnostiqué. Donc tout ça, les comportements, il est toujours là, les violences prises, elles y sont toujours, et là, je vais en plus avoir les violences. Alors, je vais mettre une chaise, mais ça, c'est tout ce que j'ai subi d'humiliation, machin truc, des copains et des enseignants. Ouais. Alors, je pourrais remettre là, on va remettre 2-3 blindages là. Je construis des. Bah, je continue de me blinder parce que j'ai pas envie de souffrir. Moi, j'en ai marre de souffrir. Hein. Laissez-le par terre. Là. Bon, oui, on peut mettre comme ça. Voilà. Donc, j'ai des blindages. Mon comportement, il s'enquiste. Hein, s'il n'y a rien qui se passe, je vais m'enquister dans ce comportement et on va développer, on va dire d'un enfant, il est paresseux, il est colérique, alors que il est feignant, il est ceci, il est cela. C'est-à-dire, on ne va pas distinguer le comportement de la personne. Ça, c'est important. Il faut toujours distinguer, à un moment donné, je suis en colère, c'est pas pour ça que je suis colérique. Hein? À des moments, il y a des comportements, ça me met en colère. Mais si vous dites à quelqu'un qu'il est colérique, c'est que vous l'assimilez à son comportement, et à ce moment-là, son comportement, vous allez le regarder que comme quelqu'un de colérique. Alors que c'est quelqu'un qui est super créatif, imaginatif, qui a une relation extraordinaire dans certains endroits, et ça, vous allez tout voir. Voilà, donc le trouble 10, il a été diagnostiqué, j'ai mon paquet de violences, comportements qui se sont un petit peu incrustés. Alors, qu'est-ce que je fais avec tout ça? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut travailler. Alors, dans la méthode expert, vous avez vu que la première chose, c'est qu'on permet aux personnes de visualiser ce qu'elles ont vécu. Donc, la première chose, c'est, tiens, voilà, la personne vient me voir. Alors, je vais prendre l'exemple de la colère, puisque souvent, c'est une émotion qui est... J'ai des souvenirs d'accompagnement extraordinaires à partir d'une mère de famille qui ramenait ses ados à la maison et systématiquement elle était en colère parce qu'il y a un de ses ados qui se mettait dans le canapé du salon et qui mettait un jeu vidéo en route. Alors on visualise le comportement de l'ado, la colère. Et puis, pas d'émotion. Donc l'émotion, c'est le signe que la personne contacte quelque chose de profond en elle. S'il n'y a pas d'émotion dans le travail, on passe à autre chose, c'est que c'est pas là le problème. Alors je lui demande, ça fait longtemps que vous vous mettez en colère? Oh, depuis qu'il est né. Voilà, tout de suite. Ah, depuis qu'il est né. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Je ne demande pas la question. Ah ben de toute façon, il a failli mourir. Ah, il a failli mourir. Bon. On visualise la situation où l'enfant, le bébé a failli mourir. Pas d'émotion. C'est pas là que ça se passe. Oh ben de toute façon, j'ai fait 3 fausses couches. On visualise les 3 fausses couches. Pas d'émotion. Donc c'est pas là que ça se passe. Oui, mais de toute façon, je voulais pas avoir d'enfant, c'est mon mari qui m'a forcé. Il m'a expliqué d'une manière rationnelle, intellectuelle, qu'à 31 ans, c'était déjà tard. Donc j'ai accepté les raisons de mon mari. Alors ces histoires de raisons, vous pouvez être sûr que ça n'est jamais la raison. Nous n'avons dans notre fonctionnement humain que moins de 0,5% de conscient. Tout le reste, c'est notre corps. Le conscient, c'est moins de 0,5%. Donc le rationnel, c'est sûrement pas là que ça se passe. Donc voilà, alors elle a mis au monde, elle a mis en route pour avoir des enfants, parce que son mari l'avait convaincu. Ça, quand j'entends ça, c'est sûr que c'est pas ça. Certain. Et là, je lui dis, mais... Alors, donc on avait visualisé les 3 fausses couches, pas d'émotion, etc. Ah oui, mais oui, c'est ça. Après, elle me dit, mais de toute façon, je voulais pas avoir d'enfant. Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? C'est la bonne question, ça. Qu'est-ce qui se passe? Quand un enfant qui pleure, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simple. Hein. Ah ben, de toute façon, je ne voulais pas avoir d'enfant, elle sort, parce qu'à 3 ans, ma maman m'a abandonné, et elle se met à s'effondrer en larmes. L'émotion, donc là, c'est là que ça démarre. C'est ça que ça veut dire. Elle se met à pleurer, et elle me dit oui, parce que à 3 ans, ma maman m'a abandonné, elle l'a mis chez les grands-parents, pour tout un tas de raisons, il ne s'agit pas de juger, hein. Elle a peut-être fait tout ce qu'elle pouvait, cette maman. Mais elle m'a abandonné
Donc je ne veux pas être une mauvaise mère, donc je ne veux pas être une mère. Et c'est pour ça qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant. Et je peux vous dire qu'en 15 jours, cette personne-là, j'ai revu 15 jours après, elle avait fait un chemin extraordinaire. Et probablement, toutes ses relations avec ses ados ont complètement changé. Vous voyez que, à travers cette méthode de visualisation, où moi, l'accompagnateur, il est là simplement pour aider la personne à faire son propre travail. Donc, visualisation. Donc, les mécanismes se mettent en route, et à ce moment-là, vous pouvez vous relier à vous-même, c'est toujours ça, et faire votre travail. Alors après, quand la personne s'est connectée, donc par exemple là, avec le trouble 10, moi je vais essayer que la personne, l'aider à se reconnecter à toutes les violences qu'elle a prises, donc qui ont constitué finalement des blessures. Hein. Donc la personne va se relier à ça, et à ce moment-là, on va introduire un petit travail pédagogique, qui est aussi un travail de symbolisation. Je vais proposer à la personne, ben voilà, avant la prochaine séance, ou si tu veux, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas choisir un objet qui va symboliser les violences que tu as reçues par ta maman ou par ton papa. Même d'ailleurs un caillou, souvent on propose un caillou pour les violences reçues. Pour les violences que j'ai reçues de ma maman, les violences que j'ai reçues de mon papa, ben, prends donc un autre caillou. Puis on peut faire ça avec les copains, l'enseignant. Tu vas mettre ça sur ta table de chevet. La symbolisation, c'est la porte d'entrée de l'inconscient. C'est-à-dire que ce qu'il y a d'étonnant, et que moi je confirme sans arrêt, c'est que quand je mets toutes ces violences dans ce caillou, je commence à mettre à distance. Je mets une distance avec ces violences, et inconsciemment, mon corps, plus de 95%, il est en train de travailler là. Il est en train de travailler. Et il va se passer quelque chose, une pacification, puisque je mets un peu à distance. Hein, je mets en dehors de moi, je commence à mettre en dehors de moi ces violences. Donc, au bout d'un moment, la personne, elle va voir son caillou dans sa chambre, etc. Hein. Alors, il y a des petits travails, je ne rentre pas dans les détails, hein. Il y a des petits travails périphériques aussi, sur l'écriture des phrases reçues, etc. Mais le travail, il va se faire. Et il y a une petite pacification qui va se faire. Et quand la personne est relativement en paix, mettons avec les violences qu'elle a prises de sa maman, on propose, alors à ce moment-là, de faire une restitution. Alors, pas forcément sur les petits, on va accompagner avec les parents. Mais une restitution, c'est-à-dire que je vais aller voir, je propose que l'enfant puisse parler à sa maman, ma maman, quand il s'est passé telle chose, pour moi, ça a été violent. Et j'ai mis la violence que j'ai prise dans ce caillou, et comme c'était dans la relation avec toi, je te donne ce caillou, tu en feras ce que tu voudras. Ça n'est jamais contre l'autre, c'est toujours pour mettre en ordre chez moi le mécanisme. Alors, avec les enfants, on va l'accompagner. Hein. On va proposer à la maman aussi que la maman elle fasse la démarche en premier. C'est que si elle prend conscience de ça, avec ce travail de visualisation, écoute, mon petit Bruno, ou mon petit Gérard, ou ma petite Sophie, écoute, voilà, pendant longtemps, pour telle chose, voilà ce qui s'est passé. Moi, j'ai été toxique ou violente avec toi. Hein, j'ai eu des injonctions, j'ai pas compris ce qui se passait. Hein, voilà, écoute, excuse-moi, voilà, je te demande pardon. La maman ne peut faire que ça et inviter l'enfant, alors dans la méthode sphère qu'on va au bout, inviter l'enfant à symboliser la violence qu'il a prise et à la restituer aux parents. Donc là, les parents peuvent proposer ça, cette démarche. Quand c'est des phrases, par exemple, si j'étais violent avec des phrases, on fait écrire les phrases. Et à ce moment-là, admettons que je t'ai dit t'es nul, on écrit sur une phrase t'es nul, et la phrase, on va la redonner à qui la donner. Cette phrase-là, elle n'est pas bonne pour moi, je n'en veux pas, je te la rends. Et on peut faire ça, y compris en entreprise, hein. Même mécanisme, pareil. Donc il va y avoir un petit parcours pédagogique qui, entre les entretiens ou les ateliers, qui vont permettre que la personne fasse son petit travail. Et ça va se faire tranquillement. Et donc petit à petit, avec tout ce travail, je vais pouvoir traiter les blessures que j'ai eues pour qu'elles se guérissent. Je vais pouvoir, du coup, mettre à jour d'une manière beaucoup plus claire mon trouble 10 pour le gérer. Il va se nettoyer de toute la honte, l'humiliation, les violences qu'il y a autour, et je vais pouvoir le gérer en tant que tel. Alors que là, je suis en train d'essayer de gérer les violences, tout ça qui sont autour, et je ne m'occupe pas de mon trouble 10. C'est ça qui est terrible. Et du coup, petit à petit, ces petites carapaces, elles vont pouvoir tomber tranquillement. Moi, je ne les fais jamais tomber. C'est la personne
qui petit à petit, avec son travail, eh ben, il va y avoir ces petites protections, et elle va pouvoir tester des relations où elle va pouvoir rentrer en relation avec elle-même et avec les autres d'une manière un peu plus juste et vraie. Alors, maintenant, ce n'est pas toujours facile dans toutes les situations. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est quand il y a quelque chose de difficile pour un enfant qui, si vous avez des enfants qui ont des choses difficiles, où ça, avec les parents, ça ne colle pas, il faut ne pas rester seul. Il faut en parler. Trouver à être accompagné. Dans les réseaux, ça peut être le parrain, le tonton, la marraine, enfin, je ne sais pas trop quoi. Hein. Il peut y avoir les grands-parents. Enfin, c'est-à-dire que plus vous étendrez le réseau de relations, plus il y aura des possibilités de trouver des supports, des soutiens, des aides, de l'empathie, etc. Alors vous avez, dans le cercle familial, vous avez les associations, vous avez les professionnels de l'accompagnement, etc. Donc en tous les cas, de ne pas rester seul. Parce que, une chose qui est très concrète, quand je partage ma souffrance ou le poids que j'ai, avec tout ce que je m'empêche, avec l'instinct de mon gamin qui ne comprend rien, qui n'est pas formé, etc. Quand je le partage avec quelqu'un, partager, c'est partager sa souffrance, c'est j'en donne une partie, donc c'est moins lourd. Le partage, c'est très concret. Hein. Partager son émotion, partager sa souffrance, partager ses boulets, et ben c'est quand je partage avec d'autres. Donc, plus vous allez étendre votre réseau de relations, et pouvoir partager ça, donc être à plusieurs, plus ça sera facile, enfin plus ça sera léger, facile. C'est vite dire, parce que c'est difficile quand même. Hein. Je trouve que c'est particulièrement difficile. Bon, en tous les cas, c'est très important. Donc, je vais laisser les questions maintenant, parce que, comme je ne veux pas prendre trop de temps, et puis ceux qui doivent partir, allez-y, tranquilleux, sentez-vous très très bien. Voilà, donc je suis à... Merci, hein. Je suis à vos questions. Vos démarches par rapport au travail d'analyse. Alors, au niveau du travail d'analyse, dans les accompagnements, donc moi je fais deux types d'accompagnements. Les accompagnements individuels, et puis il y a des ateliers de groupe qui sont très dynamiques, puisque chacun va s'enrichir de tous les apports des autres. Et même plus que ça, mais je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. L'intérêt, c'est que dans la méthode ESPER, on travaille par la visualisation et la symbolisation. Et vous savez que la symbolisation, je vous ai dit que c'était l'accès à l'inconscient. Donc il n'y a pas besoin de faire l'analyse qu'on peut faire dans des méthodes traditionnelles, psychanalytiques. Parce que la symbolisation permet de chanter, puisque on travaille avec le corps, les émotions. Donc il n'y a pas besoin de faire un travail d'analyse et de comprendre tout le mécanisme du cerveau. Ce n'est pas utile pour faire ce travail en tous les cas. Donc ça c'est quand même intéressant. Moi je dirais qu'on est plutôt du côté des thérapies brèves. Et c'est en entretien individuel, on va visualiser avec des objets, des petits rubans. C'est-à-dire que la personne, moi j'ai 200 objets sur des étagères. Et puis on a quelques objets sur la... Si vous avez vu la table ESPER, il y a quelqu'un qui est méthode ESPER aussi avec des objets. Donc la personne, par exemple, je lui dis, choisissez sur l'étagère quelque chose qui symbolise votre épouse, ou votre colère, ou votre émotion interne, etc., ou votre comportement. Elle va prendre instinctivement un objet, elle va mettre en place les scènes, avec les relations, les petits rubans qui symbolisent les relations, et en mettant en place les scènes, elle va déjà se rendre compte de plein de choses. Déjà, elle va être étonnée de voir tout ce qui se passe dans les relations qu'elle met en route. Donc là, il va se passer quelque chose. Et puis, à travers les questionnements que moi, je vais amener, tiens, est-ce que ça fait longtemps tel comportement? Si la personne, s'il n'y a pas d'émotion, j'essaye simplement de l'aider à creuser en elle. Où est-ce que se situe le point clé pour elle aujourd'hui? Et donc, petit à petit, la personne va sortir des choses en visualisant avec des objets, ses émotions, ses comportements, les relations avec telle ou telle personne. Et elle va faire son propre travail. Et entre les entretiens, il y a ce qu'on appelle une ordonnance relationnelle, avec un certain nombre d'exercices, pas d'exercices, mais de choses à faire, pour faire ce propre travail de symbolisation, d'écriture, éventuellement de voir les personnes avec lesquelles il y a quelque chose de difficile, pour se mettre dans une perspective en fin de compte, de guérison intérieure, et de remise en place d'une formation juste et vraie. Voilà.
Alors après, il faut prendre des exemples concrets. On peut prendre des exemples concrets pour les... Si tu en as une, vas-y. Non, j'ai pas d'exemple. Je suis en train d'écouter. Parce qu'en entreprise, on peut faire... En entreprise, on va moins loin. On ne travaille pas sur les blessures personnelles, mais on travaille plus en entretien individuel. Et je sais pas convaincu par cette méthode, dans la mesure où quelqu'un qui a quelque chose qui est bien ancré, qui est bien enseveli, puis en plus ça, bon, la problématique, c'est que moi, généralement, c'est que... Bon, moi, j'ai fait une psychanalyse il y a quoi, une trentaine, j'avais 30 ans à peu près. Pour donner un peu l'image, moi, j'ai eu, ma psychanalyse, c'était, à un moment de ma vie, bah, il y a eu une boule noire qui a été la première boule de mon entonnoir. Et puis, après, par rapport à cette boule noire, bah, j'ai construit plein de boules. J'ai plein de boules qui sont venues se mettre dessus, ce qui fait qu'à un moment donné, dans mon travail d'analyse, j'ai pris chacune des boules et je l'ai enlevé jusqu'au moment, à un moment donné, je suis arrivé à comprendre ce qu'était, d'où venait le problème. Mais je n'arrive pas, par rapport à cette méthode-là, je ne suis pas persuadé que je serais arrivé à aller sur un bout noir, tellement il y avait des boules blanches que j'avais posées dessus après 30 années de vie. Voilà, et je ne suis pas convaincu. Il faudrait donner un exemple concret qu'on pourrait visualiser. Simplement, moi j'ai accueilli des fois plusieurs personnes qui avaient fait 8 ans de thérapie et qui, en quelques séances, ont touché du doigt des choses fondamentales qui n'avaient jamais été vues en psychothérapie sur 8 ans. Donc, après, nous on ne travaille qu'avec des exemples très précis, puisqu'il faut quelque chose de très précis pour visualiser. Et l'intérêt de cette méthode, c'est qu'il y a justement un contact très rapide avec tout le corps, avec l'émotion et la mémoire émotionnelle. On n'est pas dans un système de compréhension intellectuelle, parce que la compréhension intellectuelle, c'est moins de 0,5%. Donc nous, on travaille avec les 99,5% avec ce système. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que ça va beaucoup plus vite. Oui. Je voulais savoir si vous faisiez, avec cette méthode-là, par exemple, quelque chose d'un peu familial, parce que souvent, quand il y a un enfant 10, il y a aussi la fratrie, il y a le papa, il y a la maman, il y a le frère qui essaie justement d'être comme il faut, parce qu'il sait que... Voilà. Je vais vous dire, on peut le faire. Moi, je n'ai pas eu de demande encore, parce que c'est vrai que les thérapies familiales, il n'y a pas tant de demandes que ça. Il faut quand même que tout le monde soit partant dans la famille. Hein, c'est difficile. Alors moi, je ne l'ai jamais fait parce que je n'ai jamais eu la demande, mais c'est tout à fait faisable. Mais là, il y a un travail particulier à faire, parce qu'il y a des règles particulières de mise en sécurité de chacun sur la parole. Et c'est pas si évident que ça, parce que souvent, il y a des tels types de relations entre un père, son fils, que l'enfant, il va se sentir complètement coincé dans des relations, mais c'est tout à fait faisable si tout le monde est partant. Alors après, au niveau de l'âge aussi, ça suppose peut-être avant de voir quand même individuellement les personnes, pour ne pas plonger trop vite dans quelque chose qui pourrait être vite un système de blocage. Alors moi, j'ai jamais eu la demande, je l'ai jamais fait. Mais il y a des thérapies familiales, et il y en a qui sont spécialisées, qui en font. Et là, le travail de visualisation, il permet à chacun de comprendre ce qui se passe. Déjà, ça peut être assez simple. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas l'expérience, donc je vous en dirai pas grand-chose. Oui. Vous se formez la méthode d'expert, ça se fait comment? Il y a des stages? Alors, il y a un organisme de formation à Grenoble qui s'appelle Reliance, qui fait des formations. Alors, il y a des cycles de formation sur l'année pour des gens qui veulent juste se former pour eux. Et puis, il y a une formation pour des gens qui veulent intervenir en méthode expert. C'est une formation qui dure 2 ans. Donc, vous tapez Centre Reliance et sur Internet, vous l'aurez. D'accord. Et vous utilisez les objets, et est-ce que vous utilisez aussi le MDR? Non, ça, c'est une autre technique. Oui, en fait, mais c'est très efficace. Oui. Voilà. Le MDR, je pense que c'est une méthode qui est assez efficace. Donc c'est intéressant aussi. Dans le sens où ça fait pareil, mais on voilà. rappelle à des choses qu'on a vécues, c'est pour ça qu'on a réagi comme ça, avec tout ça. Oui. Donc là, c'est... Je crois que c'est en lien avec une seule problématique. Alors, c'est une problématique, par exemple, les... une image en fait. Souvent, oui, mais une image. Pourquoi on a vécu cette chose de cette manière-là et voir d'où ça vient. Ça revient à peu près au même oui, mais je pense qu'il y a des entrées différentes. Chacun trouve l'entrée qui lui va, avec lequel il se sent à l'aise. Bien sûr. Il n'y a pas de... Bien sûr, nous, c'était juste ça.
D'autres questions? Allez-y, de toute façon, moi je suis là. Donc Moi, je trouve que c'est très bien présenté. Enfin, moi, ça m'a vraiment parlé. ouais. Et moi, je trouve plutôt une réponse. Enfin, c'est un peu la question que je me pose actuellement. C'est-à-dire qu'on a passé le diagnostic, on a passé quand même. Enfin, on a fait tout ça, quoi. Le tuer comme ça, tout ça, c'est fait. Les prises de tête avec les enseignants, c'est fait aussi. Voilà, les PPS sont mis en place. Voilà. Et je butais un peu parce que je me retrouve avec un enfant à qui on dit bah, on va prendre un livre avec, c'est pas si grave, on sait ce que c'est maintenant. Et on bloque sur les comportements, vous voyez, parce que bah, voilà, maintenant ce qu'on veut, c'est qu'ils soient heureux avec. Tout à fait. Alors, si vous voulez aussi, quelque chose qui est important, c'est que notre mode relationnel, nous sommes tellement formatés à des relations toxiques, hein, qu'il y a un travail de formation personnelle à faire pour que moi, déjà, j'arrête d'employer des systèmes toxiques de relations pour avoir des vrais systèmes. Donc ça, c'est un travail de formation. Donc moi, ce que je vous engage, c'est d'une part, alors il y a des, j'ai plus les papiers, dans l'autre salle, il y a des petits papiers avec les conférences et les ateliers. Hein. C'est vraiment faire un travail de formation sur vous. Vous pouvez changer que vous. Plus vous allez améliorer votre système de relations, plus vous allez aider votre enfant. Oui, après, ça c'est la première chose. Après, du coup, il faut quand même qu'on fasse tomber. Après, lui, c'est-à-dire vous pouvez, en améliorant votre système de relations, vous pouvez aider l'enfant aussi à dire comment lui, il va pouvoir améliorer son propre système de relations à lui, avec ses enseignants, avec vous, avec les copains. Hein? Ce que lui, que vous le formiez aussi à ça. Oui, c'est ce que je suis venue chercher. Là, c'est une de mes réponses. Parce qu'il a fait le groupe de parole que le professeur Vol propose. Mais en fait, il est ressorti en me disant bah, oui, parce que là, il n'y a pas de mécanisme. L'apprentissage, il faut apprendre les modes de relation. Ouais. C'est ça qu'il faut apprendre. Et c'est des séances de travail. Donc nous, on le fait avec la méthode ESPER, hein, sans problème. Hein. Et là, c'est très concret. C'est très concret. Donc si vous voulez, moi, je suis prêt à monter des ateliers avec les enfants. Je vais en démarrer avec les ados, hein, avec les associations d'ISLA. Parce que si vous voulez, là, on a l'impression d'avoir une palette de la méthode Reflecto pour les enseignants, pour lui dire, voilà, il faut avoir une méthode de travail, tout ça. Ça se met pas en place non plus, parce qu'il faut qu'il soit prêt à changer ses comportements et qu'il se sente solide. C'est tout à fait ce que vous symbolisez. Et moi, c'est là-dessus où je ne savais pas quoi lui proposer et comment faire. Et pour vous aider, moi, je vous conseille de lire le livre de Jacques Salomé. Oui, mais je les avais lus et je suis en train, là, ça y est, ça ressort. Oui. Et moi, je me rends compte qu'avec cette méthode ESPER, ce que j'avais entendu, j'avais beaucoup écouté Jacques Salomé, bon, moi je suis quand même de 50 ans, hein, et comme mes enfants étaient bébés, je me disais, il ne faut pas que je me fasse de louper dans l'éducation, comme tout parent s'y dit. Et du coup, je m'étais gavée de Jacques Salomé, on peut dire ça, il était même venu, moi j'ai une balance et tout. Et en fait, quelque part, on s'imprègne, le tu, tout ça, et je vois que maintenant que j'ai eu ma fille, la dernière, mes enfants ont 30 ans, 27 ans, hyper dyslexique et tout, j'ai quand même été confrontée, mais quand même avec un bémol, je vais dire, ça m'a permis de résilier, de faire des choses justement pour les 10. Et du coup, même ma fille que j'ai eue après, qui a 15 ans maintenant, je me rends compte que parfois me reviennent instinctivement les tututus en me disant, bon, elle n'a pas fait son ménage dans sa chambre, mais bon, ça gêne moi, mais elle n'est pas gênée, ça lui amène rien, ça la met pas en danger. Eh bien, garde pour toi ton insatisfaction du ménage si elle se sent bien. Enfin, voilà, ça amène une reconsidération. Et des petites piqûres de rappel après tout ça, je pense que c'est formidable. Mais vous touchez du doigt, c'est déjà... Quand bien sûr, regardez, nous sommes formatés depuis notre enfance à un système relationnel toxique. Ah oui, c'est ça. Hein. Pour changer ça, ce n'est pas une conférence. Non. Il faut que j'engage un travail de formation sur plusieurs mois pour le faire. Et puis, la petite chose aussi, que je dis tout le temps maintenant, c'est que les grands changements, ils viennent avec les petites décisions. C'est-à-dire, si je dis, j'arrête les injonctions, simplement ça, je commence par ça, ou autour de comparer, peu importe. Je vais faire une grande étiquette sur mon frigo, injonction, une grosse croix rouge, etc. Je prends cette décision. Je ne vais pas y arriver tout de suite. Et puis je vais dire aux autres, ben voilà, je vais essayer de faire ça, j'ai découvert que c'était toxique, excuse-moi à chaque fois que je t'ai dit, je t'ai fait des injonctions, je commence déjà par rétablir. Et je peux vous dire que moi j'ai vu des parents avec des enfants, où le parent commence à faire cette démarche avec des enfants alors que la relation était bloquée depuis des années,
Et l'enfant, il se retrouve, mais dis donc, elle a pigé quelque chose, et il réengage une autre relation avec leurs parents complètement nouvelle. Hein. C'est incroyable. Hein. Mais c'est un travail de longue haleine, c'est pas une pichenette et puis ça va se passer comme ça. Et les conférences, c'est les feux de paille. Si j'engage pas un travail derrière, il ne se passera rien dans ma vie. Donc c'est une décision. Est-ce que je veux changer ma vie? Est-ce que je veux changer mon mode de relation pour avoir des relations vraies, justes, avec les autres et avec moi-même? Parce que quand j'ai des relations toxiques avec les autres, c'est que je les ai avec moi. C'est que je ne suis pas bienveillant avec moi. C'est que je suis souvent hors de moi au lieu de m'habiter pleinement. C'est tout ça qui est en jeu. C'est le même mécanisme.